Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 2, épisode 14. Il y a quelques jours, nous découvrions les nominations pour les Golden Globes 2019 et une constatation s'impose, les adaptations de romans en série cartonnent. I'm to be the new Maester. De Sharp Objects à The Alienist, The Handmaid's Tale ou encore Killing Eve, les grands succès de l'année prouvent que le mariage entre littérature et télévision est heureux et prolifique. Pourquoi cet engouement? Comment faire une bonne adaptation? Nous avons mené l'enquête aux côtés de Bruce Miller, créateur de The Handmaid's Tale, Amy Adams et les actrices de Sharp Objects, ainsi que les journalistes Caroline Venac et Renan Cros. On n'arrête pas de dire les séries, c'est là que les romans se déploient, etc. Mais ce serait peut-être pas mal de revenir un peu en arrière, de rétablir la vérité et de parler des romans feuilletons et de là où est né finalement ce format qui n'est pas né à la télé. En fait, ce qui est marrant, c'est que le roman feuilleton et la série ont les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand Alexandre Dumas écrivait Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires, en fait, il était payé à la page et souvent, on lui reprochait de tirer à la ligne. Et beaucoup, aujourd'hui, nous, les séries, on leur reproche de tirer un peu l'histoire. Et ça montre bien, en fait, que le système de série et le système d'écriture, en fait, il est aussi commandé par des gens. Sur l'écriture même, c'est l'utilisation du cliffhanger, l'utilisation des twists, des personnages, tenir le spectateur en haleine. Mais je trouve qu'à l'écriture et à l'exercice, c'est vraiment le même travail pour le coup. Peut-être pas à regarder. Je suis pas sûr que quand on regarde une série et qu'on lit un roman feuilleton, ça marche de la même manière. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de sagas romanesques avec plusieurs tomes. C'est un peu une version contemporaine peut-être du roman feuilleton. Mais que ça soit comme ça du roman sous sa forme épisodique ou alors du roman unitaire, je pense quand même qu'il y a une ambition dans le roman, d'ampleur spatiale, temporelle, de choralité aussi, peut-être des points de vue des personnages, qu'on retrouve aussi dans la série contemporaine. Donc c'est une forme quand même qui a pas mal impacté, je pense, la série d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les écrivains font de bons scénaristes de séries? Je pense qu'on se souvient tous du choc True Detective avec Nick Pizzolatto qui avait fait un premier roman, Galveston, et qui se retrouve à écrire une série tout seul. Two kids, supposed to be home by 5:30, never arrived. You almost had a clean night, man. Pizzolatto, il a un problème, c'est pas un auteur de série en fait, c'est un auteur de roman, et il essaye de couper comme ça son écriture pour en faire des épisodes, et je vois vraiment une structure de pur roman. Moi, c'est le vrai problème que j'ai aujourd'hui avec ces romanciers qui font des séries, c'est qu'ils ne s'adaptent pas au modèle sériel. En fait, on a de plus en plus de romans et de plus en plus de romanesques, et de moins en moins de sérialité, de moins en moins d'effets de rendez-vous, de reprises, de quotidien. On a plus ça aujourd'hui que vraiment des séries où des auteurs réussissent à créer un univers de série. There was a murder there last August. Little girl got strangled. I didn't know. Well, then you also don't know that another one's missing now. Might be a serial. So get your ass down to that heel or whatever and get me a story now. Je trouve que Sharp Objects, que j'adore par ailleurs, que je trouve que c'est très réussi à plein de niveaux, je pense qu'elle aurait été encore mieux, cette adaptation au cinéma. Et qu'en fait, en 8 épisodes, il y a des gimmicks de mise en scène et narratifs qui sont un peu redondants, alors que ça aurait été plus dense et plus percutant en l'espace de 2 heures. Là, en l'occurrence, c'est Gillian Flynn, l'écrivain elle-même, qui a fait l'adaptation en série, donc elle connaissait bien son œuvre, et c'est vrai que le résultat est très fidèle, mais je pense qu'ils auraient gagné, peut-être, justement, à couper davantage de choses, à faire le deuil de certaines choses pour que le résultat final soit plus fort. Ça ait plus de souffle. C'est la question du point final, en fait. C'est-à-dire que dans un roman, on lit un roman pour avoir la fin. Une série, finalement, je suis même pas sûr qu'on la regarde pour avoir la fin. C'est-à-dire qu'il y a... Une bonne série, normalement, on la regarde pas pour avoir la fin. On la regarde pour la voir se dérouler. Pour le dérouler. Et c'est vraiment là où il y a un problème. C'est-à-dire que, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire ce qui est bizarre dans Sharp Object, c'est que finalement, tout concourt à la fin. Parce que vraiment, c'est dans les derniers moments où la série, on la reconstitue. Dernière seconde, même. Ouais, voilà, et quasiment. Et au cinéma, peut-être que ça aurait été une vision plus simple, plus évidente et plus forte. Après, en série, ça leur a permis aussi peut-être d'avoir cette esthétique-là, ce style-là. On peut penser à ce que fait Jean-Marc Vallée justement dans Sharp Objects. Lui, pour le coup, il s'est vraiment emparé d'un point de vue stylistique de ce texte avec une force incroyable, une témérité et une absence de scrupules en fait, qui fait que ça rend vraiment grâce à l'œuvre de Gillian Flynn. En seulement 2 ans, Jean-Marc Vallée s'est imposé comme le maître de la mini-série féministe, sombre et luxueuse. Après la première saison de Big Little Lies, le cinéaste canadien s'est emparé de Sharp Objects, polar vertigineux de Gillian Flynn, pour en faire un objet esthétique hypnotisant.
Et pour les stars de la série, Amy Adams en tête, lui confier ce projet était une évidence. He has such a sensitivity, and yet he's so willing to explore complicated female characters. And so it seemed like he would be such a natural match. So yeah, I was really, really glad that we were able to get him to do this. Emma. Yeah? We're so grateful to have a filmmaker like Jean-Marc who's transitioning to television. So you get sort of the intensity of a film project, but you get to explore this character over instead of just a 2-hour arc, which is a totally different thing. It allows you to dig deeper, and it's challenging to sustain a character through 8 episodes, 8 hours of television as opposed to 2. But we were led by the great Jean-Marc Vallée, so he guided us carefully and tenderly. If I were paranoid, Chief, I think you were checking up on me. I'm not the one writing stories about our town. You think about it's you checking up on us. Souvent, tu lis un roman, tu vois son adaptation, et t'as beau aimer l'adaptation, t'as une petite frustration de ce personnage-là, dans le roman, il était beaucoup plus présent, où il manque des intrigues, etc. Et ça aussi, c'est un grand danger pour les scénaristes de savoir couper des bouts d'une histoire qu'on n'a pas inventée, quoi. La question du format, quand même, est vachement intéressante, parce que c'est vrai, on dit la série, c'est forcément le format le plus adapté pour un roman, par rapport au cinéma, parce qu'il va y avoir une ampleur, davantage de temps pour déployer justement la matière romanesque. Alors c'est vrai en théorie, mais moi je trouve que c'est aussi une idée à relativiser. D'ailleurs, il faudrait faire une distinction entre la série au long cours, qui elle sera de toute façon amenée à un moment donné à dépasser en fait le matériau d'origine, puisqu'elle va devoir inventer des choses qui n'existaient pas dans le roman, et la mini-série qui elle va peut-être davantage réussir à encapsuler le roman tel quel, sans le dépasser. C'est marrant de voir que Game of Thrones, beaucoup de gens ont oublié que c'était un roman au départ en fait, parce que justement eux ont pris le format série en charge. Et ce sont des romans en feuilleton, ce sont des romans à épisodes, mais en fait, quand on regarde Game of Thrones, on oublie que c'est un roman, alors que normalement, on devrait se rappeler en permanence que c'est un roman. Oui, mais il y a le fait qu'ils aient prolongé un récit, ils ont inventé. On se souvient tous du moment où tout d'un coup, la série a dépassé les romans de George Martin, et que même lui, du coup, il a été obligé de se remettre derrière son ordinateur pour essayer de tenir le rythme et d'avancer et de pondre un nouveau volume, je crois d'ailleurs qu'il n'est toujours pas paru. Tout d'un coup, la série a surpassé presque l'œuvre d'origine, et voir cet auteur pourtant mythique et ramer un petit peu derrière pour suivre. Ça veut dire que les mécanismes de série ont pris le pas sur le mécanisme de l'adaptation. Et ça, c'est quand même aidé par le visuel, aidé par un univers qui prend vie, etc. Bien sûr. Par le public, par l'attrait des twists, par la manière dont la série rend dingue tout le public. Ça veut dire que le format série prend le dessus sur le roman. Ça, c'est quand même, moi, je trouve assez beau en termes d'objets à regarder. On se dit, donc à un moment, la série peut prendre le pouvoir sur le roman. I've not come to conquer the North. I'm coming to save the North. We sail together. Une condition de la réussite en fait, d'une adaptation de roman à la télé, c'est qu'il y ait une appropriation, une réappropriation, une réinvention. Une compréhension du format. Voilà, et aussi une interprétation plutôt qu'une plate adaptation, parce qu'en fait, on s'en fiche de voir un copier-coller du roman sur des formats en plus qui ne sont pas les mêmes, qui ne fonctionnent pas tout à fait quand même selon les mêmes ressorts et tout. Donc il y a forcément ça qui doit se passer. On pourrait parler aussi de The Leftovers, avec Damon Lindelof, qui adapte ce roman de Tom Perrotta en complicité avec lui, mais qui quand même, on voit bien, s'approprie totalement cette histoire pour prolonger ses obsessions sur la croyance, le deuil. C'est une lecture, en fait. C'est une lecture très personnelle, en fait, et plus elle est personnelle, plus la série sera riche. So this is the last time we're ever going to see each other, huh? What do you mean? Just the world is ending. Oh, yeah. La réappropriation d'une œuvre littéraire par un créateur de série, on parlait tout à l'heure d'obsession personnelle d'auteur, etc., mais ça peut être aussi la nécessité à un moment donné, ou en tout cas la pertinence d'adapter cette œuvre-là à ce moment-là, parce que tout d'un coup, il y a une contemporanéité qui se fait jour quand on regarde The Handmaid's Tale. Voilà, le fait d'aller chercher ce roman qui date de 1985, qui est une dystopie, et de le mettre à l'antenne en avril 2017, quelques mois après l'élection de Trump, c'est un geste hyper fort. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu The Handmaid's Tale et qui ensuite sont allés lire le roman. Et donc, je trouve que c'est un beau geste aussi, la pop culture, elle permet d'accéder à tout le monde à la littérature, mais elle renvoie aussi à la littérature. C'est-à-dire qu'une bonne adaptation, c'est celle qui donne envie d'aller lire le livre après.
Je trouve que vraiment pour ça, La Savante Écarlate, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on voit la série, on a envie d'aller lire le livre parce que c'est pas exactement la même chose, qu'il y a une vraie lecture et que, évidemment, on a les images en tête, mais je pense que revenir aux mots de Margaret Atwood, c'est très important. Les mots de Margaret Atwood ont longtemps hanté Bruce Miller, créateur de la version série de La Servante Écarlate. My name is Offred. I had another name, but it's forbidden now. So many things are forbidden now. En l'adaptant, c'est comme s'il avait donné vie à un fantôme qui l'accompagne depuis toujours. Margaret Atwood, who wrote the book, certainly gave us a big gift. I read it when I was in college, and I was starting to think about being a writer, and as far as a writer goes, it was one of the first books I read where I really understood what a story could do, and also how important the point of view was, to be really inside the head of a character, and a character that wasn't always likable or always brave or always smart, but was a real person. Going shopping? No, Nick, I'm gonna knock back a few at the Oyster House bar. You wanna come along? Yes. I have 3 sisters, all smarter than I am, and all, very accomplished. And so I think that it took a while to find a book that seemed to reflect that part of my life. It was nice to see the internal life of a woman represented so deeply. I don't know if it was accurately, but it was very deeply, and it changed the way I kind of thought about writing and characters, and especially how women were written in books. Depuis sa première diffusion en avril 2017, The Handmaid's Tale est devenue une arme politique puissante, ce dont Bruce Miller a parfaitement conscience. I'm in awe of the impact the show has had in that regard, and very proud and happy that it's turned out that way. But having such a complicated political world, I think it makes people feel lucky that they're working on a show where actually that stuff can come into play. Mostly the Americans that I know, my friends and the people I talk to, feel like things are terrible and they don't feel like they know what to do about it. At least I feel like I go to work and every day, at least I'm doing something, at least I'm, having the discussions and those kind of things. The most terrifying thing is when we do something on the show, turns out to be real after, which has happened to us so many times. It isn't because we're brilliant, it's just because the same currents that are pushing the conversation or the world over discussions of women's sovereignty over their bodies or immigration or anything, the same forces are pushing the society as are pushing us in our storytelling. Such spoiled girls you are. Such spoiled brats. He has given you everything, but when he asked you for your faith, you refused. Et on a eu toute une vague, depuis 3-4 ans, de grandes séries adaptées de romans qui mettent des femmes au premier plan. Alors oui, Sharp Object, Big Little Lies, La Nuit prodigieuse, mais aussi Olive Kitteridge, mais aussi Mildred Pierce. Est-ce que vous avez l'impression que, en écrivant une série pure, en partant de zéro, on est encore un peu frileux pour mettre des femmes comme ça en avant? On s'appuie sur des romans pour raconter ces histoires de femmes, mais est-ce qu'on pourrait faire une série à partir de rien? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas en fait à faire une série à partir de rien sur les femmes? On n'a pas les bons auteurs. Oui, c'est surtout ça. Big Little Lies, par exemple, c'est adapté d'un roman donc de Liane Moriarty, et en faire une série télé, c'est-à-dire l'emmener vers un médium très puissant aujourd'hui qui est la série, c'est décupler ce regard féminin. Là, et lui donner peut-être une légitimité qu'a priori on a du mal à lui accorder, lui donner une valeur culturelle qu'il n'avait peut-être pas du temps où on appelait ça justement de la chiclite, et peut-être que grâce à la série on va encore plus se rendre compte que ces romans-là, ils ont peut-être un regard vachement plus réformateur et féministe que ce qu'on pouvait croire. Mais elle est quand même obligée de passer entre les mains de David Rucchili qui réécrit. Oui. Quand on lit le roman de Liane Moriarty, c'est pas aussi sombre, c'est pas aussi bien écrit
qu'est la série de David O'Kelly. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un travail d'adaptation qui est essentiel aujourd'hui. En fait, c'est boire un potentiel. Je pense qu'aujourd'hui, les bonnes adaptations sont celles où le roman, on se dit là, il y a un truc à faire, il faut le donner à la bonne personne et ça va donner la bonne série. C'est exactement ça, Big Little Lies. Can I ask what brought you here? The schools are great. To build a better life for her son, that's all you'll get. Her mother is convinced that Ziggy is responsible. Come on, don't give in. This is about the parents. I'm not going to have you bulldozed out of Monterey. J'ai l'impression qu'en fait, une bonne adaptation d'un livre transforme le livre en classique. On a l'impression qu'il a toujours été là et qu'en fait, il nous raconte quelque chose dont on avait besoin n'importe quand. Et The Handmaid's Tale, c'était la preuve, en fait. C'est que tout d'un coup, on s'est dit « Ah, mais en fait, ça, c'est un classique. Ça, c'est un bouquin qu'on pourra lire dans 20, 30, 40 ans. En fait, il nous dira toujours la même chose. » Et même, paradoxalement, ce que raconte le livre de Liane Moriarty, quelque part, sous une forme qui était un peu brute, c'était un classique. Ce qu'elle racontait de la solidarité ou non des femmes entre elles, du rapport à la banlieue, il y avait quelque chose dans ce récit-là qu'on avait besoin d'entendre. Les classiques, en fait, ils supportent tout. On peut les moderniser, les transformer, changer le genre, tout ça, ils restent intacts. Et c'est ça une bonne adaptation, en fait. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, vacances oblige, nous vous avons préparé de délicieux best-of avant de vous retrouver l'année prochaine. D'ici là, reposez-vous bien et regardez des séries.